À 6h42, mon téléphone a vibré sur la table de la cuisine. Sophie m'a écrit: Changement de programme. Tu ne viens pas en croisière. Camille veut son vrai père. À midi, mon mariage était déjà fini. Je suis resté là, fixant l'écran, comme s'il allait clignoter et s'excuser. La cafetière sifflait et cliquetait derrière moi, brûlant ce dernier fond de café que je n'avais pas encore versé. France Inter murmurait les cours du blé depuis Châlons-en-Champagne. Dehors, le platane de l'allée tremblait dans le vent matinal, ses feuilles glissant sur le béton comme si elles étaient pressées de s'échapper. J'ai relu le message encore et encore. Même mot, même ponctuation, même cruauté tranquille. Sophie l'avait envoyé comme si elle annulait un rendez-vous chez le dentiste. Je n'ai pas répondu. J'ai posé le téléphone face contre la table et les regardé vibrer à nouveau. Un autre message tentait de se frayer un chemin à travers le bois. Je ne l'ai pas pris. Je me suis assis à la place du bout de table. Celle que j'avais toujours prise sans réfléchir. Celle qui faisait face à la fenêtre. Celle que Sophie appelait ta place. Le café a refroidi. Je ne l'ai pas remarqué. 14 ans plus tôt, j'avais emménagé dans cette maison rue des Tilleuls, à Meaux, avec un canapé, une boîte à outils et une promesse sincère. Camille avait 12 ans alors, gamine maigre avec un appareil dentaire et des yeux toujours aux aguets. Son vrai père, Jérôme Martineau, avait été plus souvent absent que présent. Sophie me l'avait dit le premier soir, assis sur les marches du perron avec des bières qui suaient dans nos mains. C'est juste nous maintenant, avait-elle dit. On forme une famille. Une famille. Elle l'avait dit souvent au fil des années, surtout quand il s'agissait d'argent, particulièrement quand j'avais payé l'appareil dentaire de Camille. Sophie serrait mon bras et disait: Ton argent, c'est notre argent. Quand j'avais pioché dans les économies pour la Peugeot d'occasion de Camille, après qu'elle soit entrée à la Sorbonne, Sophie avait dit: C'est ce que font les papas. Quand j'avais mis en place le prélèvement automatique pour la croisière, ce voyage sur la Seine qu'elle me suggérait depuis des mois, Sophie avait embrassé ma joue et dit: On le mérite. Mais le texto ne disait pas nous, il disait son vrai père. Le téléphone a encore vibré. Je me suis finalement levé et dirigé vers l'évier. J'ai versé le café sans le goûter. La tasse a teinté fort contre la porcelaine comme si elle m'en voulait de le gaspiller. Je l'ai rincé quand même, lentement, regardant la vapeur monter et disparaître. Quand j'ai repris le téléphone, ce n'était pas un autre message. C'était une notification de messagerie vocale. La voix de Sophie, je la connaissais avant même d'appuyer sur lecture. Tendue, rapide, déjà agacée. Raphaël, n'en fais pas toute une histoire, disait-elle. C'est juste que Camille a demandé ça. Tu comprends, non? Rappelle-moi quand tu te seras calmé. Me calmer. Je me suis appuyé contre le comptoir et j'ai fermé les yeux. J'ai revu Camille à 12 ans, assise à cette même table avec ses devoirs de maths étalés, pleurant parce que Jérôme n'était pas venu encore une fois. Je me souvenais avoir tiré la chaise à côté d'elle, pas celle du bout, et avoir dit: Allez ma puce, on fait ça ensemble. Je me souvenais de son sourire alors, tordu et soulagé, comme si elle avait retenu son souffle. J'ai réécouté le message. La voix de Sophie semblait répéter la deuxième fois, comme si elle l'avait dit dans sa tête avant d'appeler. Je n'ai pas rappelé. À 9h30, j'étais censé prendre la route pour Reims, visite d'une concession. J'ai mis ma veste, pris mes clés et me suis arrêté dans le couloir où étaient accrochées les photos de famille. Il y en avait une de l'année où on avait renégocié le prêt. Sophie et Camille sur le canapé, moi debout juste à côté, la main sur le dossier, comme si je n'étais pas sûr d'avoir ma place dans le cadre. Je ne l'avais jamais remarqué avant. À la concession, j'ai serré des mains, par les chiffres, hoché la tête au bon moment. J'ai raté une question et dû demander qu'on me la répète. Mon téléphone vibrait dans ma poche. Je l'ai ignoré. Il a vibré encore et encore. Sur le chemin du retour, je me suis arrêté dans une station Total et suis resté dans le camion, moteur au ralenti. J'ai écouté le téléphone sonner jusqu'à ce qu'il s'arrête. Le silence qui a suivi semblait lourd, comme une porte qui se ferme quelque part où je ne pouvais plus l'atteindre. J'ai pensé appeler mon copain Marcel du club des anciens combattants. J'ai pensé appeler ma sœur à Provins. J'ai pensé appeler Jérôme Martineau et lui demander ce qu'il foutait, à revenir dans ma vie comme un invité qui venait enfin de remarquer l'addition. À la place, je suis rentré chez moi. La maison était trop silencieuse. Sophie était partie tôt pour Roissy,
Donc le lit était fait, tendu et plat comme à l'hôtel. Je me suis rassis à table, dans cette chaise du bout, et j'ai regardé les couverts vides. J'ai imaginé Sophie et Camille sur le pont du bateau, cheveux au vent, Jérôme accoudé au bastingage comme s'il avait mérité la vue. Mon téléphone a vibré une dernière fois. Un texto de Camille cette fois. Respecte notre espace, s'il te plaît. Je l'ai fixé jusqu'à ce que les lettres se brouillent. J'ai posé le téléphone. Je ne l'ai pas jeté. Je n'ai pas juré. Je l'ai juste retourné face contre la table et l'ai poussé à quelques centimètres, comme on fait avec quelque chose de chaud qu'on ne veut plus toucher. France Inter est passé aux informations. Une histoire sur les niveaux de la Seine, sur les bateaux, sur les départs et les retours. Je suis resté là plus longtemps que prévu, écoutant, respirant, laissant la douleur se muer en quelque chose de plus lourd et stable, quelque chose qui ne criait pas, quelque chose qui n'en avait pas besoin. C'est à ce moment que ça a cessé d'être à propos de la croisière. C'est à ce moment que j'ai compris que ce n'était pas un malentendu ou une mauvaise matinée. C'était une ligne qui était tracée, une ligne vers laquelle elle se dirigeait depuis des années pendant que je payais les factures et souriais pour les photos. Je me suis levé, j'ai pris la chaise du bout de table et l'ai poussée sous la table comme si je dégageais un espace. Puis j'ai pris mon téléphone et éteint les notifications. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là. Pas le genre où on se tourne et se retourne, juste celui où on a les yeux fermés, mais le cerveau qui tourne en rond. Chaque fois que je m'assoupissais, cette phrase revenait. Son vrai père. Elle restait là comme un grain de sable sous une paupière. Petit mais impossible à ignorer. À 5h30, j'ai abandonné. Je me suis rasé, habillé, et j'ai refait du café. Cette fois, je l'ai bu debout. La maison semblait différente dans la lumière matinale, comme si elle attendait des instructions. J'ai vérifié mon téléphone par habitude. 3 appels manqués de Sophie, 2 messages vocaux. Je n'ai pas écouté. En route pour le travail, France Inter grésillait entre les stations. Un cours du blé, puis des discussions sur les taux d'intérêt. J'ai pensé au mot « taux », comme un homme pense au temps qu'il va faire. Quelque chose contre quoi on ne peut pas argumenter, seulement se préparer. Au bureau, j'ai tenu jusqu'à 10 heures avant que mes mains se mettent à trembler. J'ai dit à mon assistante que je devais sortir et j'ai roulé directement jusqu'au Crédit Mutuel de Meaux. Je banquais là depuis avant Sophie, avant Camille, avant tout ça. Même parking, même porte qui grince. La femme au comptoir, Sylvie d'après son badge, a souri comme toujours. Bonjour Raphaël, que puis-je faire pour vous? J'ai besoin de regarder mes comptes, j'ai dit. Ma voix semblait plus stable que ce que je ressentais. Elle a tout sorti sans problème. Compte courant, livret, les prélèvements automatiques. J'ai regardé l'écran défiler. Crédit immobilier, EDF, assurance. Et là, c'était le paiement de la croisière programmé comme une horloge. Tout à mon nom. Sylvie m'a jeté un coup d'œil. Tout va bien? J'ai hoché la tête. Je vérifie juste. Je suis retourné à mon camion et me suis assis là avec les relevés sur les genoux. Le papier sentait faiblement l'encre et le café. J'ai fixé les chiffres jusqu'à ce qu'ils commencent à ressembler moins à une accusation qu'à de l'information. Froide, utile. Ce soir-là, au lieu de rentrer directement, je me suis arrêté au club des anciens combattants rue Gabriel Péry. Le parking était à moitié plein. À l'intérieur, les lumières étaient tamisées et l'air sentait les oignons frits et les vieilles histoires. J'ai commandé une bière et me suis assis au bout du bar. Marcel Pradier s'est glissé sur le tabouret à côté sans demander. 80 ans bien sonnés, casquette de marine usée comme du feutre. Il m'a regardé de côté. « Tu as une sale gueule », a-t-il dit. « Je me sens pire », j'ai répondu. Je ne lui ai pas tout raconté, juste assez. Le texto, la croisière, la façon dont ça a été tombé. Marcel a pris une gorgée et hoché la tête une fois. « Les gens ne changent pas », a-t-il dit. Ils deviennent juste plus honnêtes quand ils pensent avoir gagné. J'ai fixé ma bière. Je ne veux pas tout faire exploser. Il a posé son verre. Alors construis-toi quelque chose de nouveau, quelque part où elles n'ont pas les clés. Ça m'est resté. À la maison, j'ai ouvert le classeur métallique dans la pièce du fond. Un de ces trucs en métal qui grincent quand on tire le tiroir trop vite. Le bruit m'a fait grimacer. J'avais toujours eu l'intention de huiler ces rails, mais Sophie disait que ça ne valait pas la peine pour un meuble qu'on n'ouvrait qu'une fois par mois.
À l'intérieur, il y avait des années de reçus et de dossiers que j'avais gardés parce que c'est ce que mon père m'avait appris à faire. Un homme qui ne garde pas ses papiers est un homme qui ne peut pas prouver sa vie, disait-il. J'avais trouvé ça ridicule à 17 ans. À 53, je comprenais. Les chemises cartonnées étaient classées par année, puis par mois. Mon écriture sur les onglets, toujours la même, petite et droite. L'écriture d'un homme qui fait attention. J'ai trouvé d'abord les papiers de l'appareil dentaire. Le nom de Camille, ma signature. La date remontait à 7 ans. 7 ans où j'avais payé des mensualités de 120 € pour redresser des dents qui n'étaient pas celles de ma fille biologique. Pas que ça comptait à l'époque. Pas que ça devait compter. J'ai trouvé la facture du garagiste quand sa Peugeot avait eu besoin d'une boîte de vitesse. 2300 €. Je me souvenais de l'appel téléphonique. Sophie qui pleurait, disant qu'elle ne pouvait pas se permettre ça, qu'elle devait amener Camille à ses cours de danse. J'avais sorti ma carte bleue sans hésiter. Les chèques pour le livret d'épargne études, petite somme, régulière, sur des années. 50 € par mois au début, puis 75 quand j'avais eu l'augmentation. Je me souvenais avoir sauté des déjeuners pour faire ces versements. Des sandwichs achetés à la station-service au lieu du restaurant avec les collègues. Sophie avait toujours dit que c'était gentil, nécessaire. On forme une famille. Famille. Le mot avait un poids différent maintenant, comme un vêtement qui rétrécit au lavage. Puis j'ai trouvé quelque chose de plus récent. Un relevé bancaire glissé entre 2 factures d'électricité. Des virements que je n'ai pas reconnus au début. Petite somme, régulière. 150 € le 10 de chaque mois pendant 18 mois. Sophie qui déplaçait de l'argent vers un compte au nom de Camille. Pas illégal, pas énorme, mais caché. Discret. J'ai sorti ma calculatrice. 2700 €. Presque autant que la boîte de vitesse. Je me suis adossé dans la chaise et j'ai ri une fois, bref et surpris. Ce n'était pas encore de la colère, c'était de la clarté. Cette sensation nette et froide quand le brouillard se lève et que vous voyez enfin la route devant vous, même si vous n'aimez pas où elle mène. Mon téléphone a vibré sur le bureau. Je l'ai ignoré. Il a vibré encore. Sophie, probablement, appelant depuis le bateau. Ou Camille, avec ce ton mi-amusé, mi-agacé, qu'elle prenait quand elle pensait que je faisais quelque chose d'embarrassant. Je l'ai retourné et regardé l'écran s'allumer, puis s'éteindre. Le nom de Sophie est apparu 3 fois en 10 minutes. Je suis resté assis là jusqu'à ce que la lumière change dans la pièce. Le soleil passait par la fenêtre du fond, éclairant la poussière dans l'air. Tout semblait suspendu, figé, comme si la maison elle-même retenait son souffle. Le lendemain matin, j'ai appelé la compagnie de croisière. J'avais trouvé le numéro sur le mail de confirmation, celui que Sophie m'avait transféré avec 3 points d'exclamation et un emoji de bateau. La femme au téléphone était polie et peu curieuse. Probablement habituée aux annulations de dernière minute, aux urgences familiales, aux remords d'acheteurs. Motif d'annulation ? A-t-elle demandé d'une voix qui suggérait qu'elle tapait déjà sur son clavier. Je ne suis plus passager, j'ai dit, à plus d'un titre. Elle a traité ça sans commentaire. Il y aura des frais d'annulation, monsieur Mercier. 15% du montant total. C'est noté, j'ai dit. Je m'en fichais. L'argent avait changé de signification aussi, comme tant d'autres choses. Votre remboursement sera traité sous 10 jours ouvrables, a-t-elle continué. Souhaitez-vous que nous informions les autres passagers de votre cabine ? J'ai pensé à Sophie découvrant la cabine vide, ma valise absente, ce moment où elle comprendrait. Non, j'ai dit, laissez-les le découvrir eux-mêmes. Cet après-midi-là, j'ai appelé un avocat recommandé par le Crédit Mutuel. Le conseiller bancaire, M. Arnaud, m'avait glissé une carte lors de mon dernier rendez-vous. Au cas où, avait-il dit, comme s'il savait quelque chose que je ne savais pas encore. On s'est rencontrés le lendemain. L'avocat s'appelait Maître Dufour. Il était plus jeune que je ne l'attendais, peut-être 40 ans. Cravate desserrée et bureau encombré de dossiers empilés en tours instables. Un diplôme encadré sur le mur, légèrement de travers. Il a écouté mon histoire sans m'interrompre, prenant des notes sur un bloc-notes jaune. Quand j'ai eu fini, il a posé son stylo et s'est adossé dans son fauteuil, qui a grincé. « La maison n'est qu'à votre nom », a-t-il dit après un rapide examen des documents que j'avais apportés. « Vous pouvez vendre. » « Aussi simple que ça ? J'ai demandé. « Légalement, oui, a-t-il dit. Humainement,
C'est une autre question. Mais la loi est claire. Et ma femme? J'ai demandé. Elle y habite? A-t-il dit, tapotant le bureau avec son stylo. Ce n'est pas la même chose. Résidence, ce n'est pas propriété. Elle va contester, j'ai dit. Probablement, a-t-il acquiescé. Mais elle perdra. Les faits sont les faits. Je suis rentré lentement. J'ai pris le chemin long, celui qui passe par le parc municipal. Des enfants jouaient sur les balançoires. Un vieux monsieur promenait son chien. La vie normale, ordinaire, qui continuait pendant que la mienne se défaisait proprement dans mes mains. Je me suis assis à table encore, dans cette chaise du bout, celle avec le dossier qui grince. J'ai étalé les papiers. Le téléphone gisait face contre la table à côté, silencieux maintenant. 12 appels manqués. 7 messages vocaux. Je n'étais pas en colère, pas encore. J'étais fatigué et, pour la première fois depuis des années, sûr. Sûr que ce que j'avais appelé patience était en réalité permission. Permission de me traiter comme secondaire. Permission de vivre dans ma maison comme s'il me rendait en service en acceptant mon toit. J'ai attendu une journée entière avant de passer l'appel. Pas parce que j'étais incertain, mais parce que j'avais besoin d'entendre mes propres pensées sans que la voix de Sophie grimpe par-dessus. Le silence fait ça. Il vous donne de la place pour voir ce que vous avez évité. Pour compter les années où vous avez dit « d'accord », alors que vous pensiez « pourquoi ?» J'ai dormi sur le canapé cette nuit-là. Le lit me semblait trop grand, trop rempli d'absence. L'agent immobilier a répondu à la deuxième sonnerie. Elle s'appelait Catherine Blanchard, basée à Meaux. Je l'avais rencontrée une fois, il y a des années, à un barbecue de quartier. Elle avait une poignée de main ferme et une façon de parler qui suggérait qu'elle ne perdait pas de temps en politesse inutile. « Raphaël Mercier ?» j'ai dit. On s'est rencontrés chez les Dumont. « Je me souviens », a-t-elle dit. « Qu'est-ce que je peux faire pour vous ?»« Je pense vendre. » J'ai dit. Un silence. Bref, mais là. Votre maison de la rue Pasteur? Oui. Elle n'a pas demandé pourquoi. C'est ce que j'ai apprécié. Elle a juste demandé l'adresse exacte, les détails techniques. Surface, nombre de chambres, état général. On a visité la maison 2 jours plus tard. J'avais rangé, passé l'aspirateur, ouvert les fenêtres pour aérer. Des gestes automatiques, comme si je préparais la maison pour des invités plutôt que pour son exécution. J'ai gardé mes mains dans les poches pendant qu'elle prenait des notes, tapotant les murs pour vérifier l'isolation, vérifiant les fenêtres, inspectant la plomberie. L'endroit semblait plus petit que dans mon souvenir, comme s'il avait déjà commencé à me lâcher. « Belle maison », a-t-elle dit en refermant son carnet. « Bien entretenue. Le marché est bon en ce moment pour ce type de bien. Votre femme est au courant ?» a-t-elle demandé prudemment en me regardant par-dessus ses lunettes. « Elle voyage ?» j'ai dit. « Je m'en occupe. » Catherine a hoché la tête lentement. « On peut aller vite si vous voulez, mais sachez que si elle conteste, ça peut devenir bruyant. J'ai besoin que vous soyez sûr. » « J'ai l'habitude du bruit, » j'ai dit. « C'est le vacarme dont je suis venu à bout. » Elle a souri à moitié. « Alors on y va. Je prends les photos demain, l'annonce sera en ligne lundi. » Cette nuit-là, mon téléphone a sonné pendant que j'emballais une boîte de vieilles chemises de travail. Des chemises que Sophie avait toujours trouvées démodées, mais que je continuais à porter par habitude. Ça a sonné encore, puis encore. La vibration faisait marcher le téléphone sur la commode, comme s'il essayait de s'échapper, de fuir cette conversation qui s'annonçait. Un message vocal est arrivé, puis un autre, puis un troisième. J'en ai écouté un, le deuxième. Sa voix était passée de l'agacement à quelque chose de plus tranchant. « Raphaël, arrête ça. Tu me fais honte devant tout le monde. Jérôme est là, il m'a vu pleurer. Il pense que tu réagis de façon excessive. Tu te comportes comme un enfant. Rappelle-moi. » Jérôme, évidemment. L'ex-mari. Celui qui payait toujours ses pensions avec 2 semaines de retard, mais qui trouvait toujours l'argent pour les croisières. J'ai supprimé le message et éteint le téléphone. Le silence qui a suivi était épais, presque physique. L'offre est venue plus vite que je ne l'attendais. 5 jours après la mise en ligne. Catherine m'a appelé un mercredi matin, pendant que je buvais mon café. « J'ai quelque chose ?» a-t-elle dit. Un jeune couple. Sérieux. Il s'appelait Antoine et Léa Dubois. Lui muté à la base aérienne de Villacoublay, un poste de sous-officier. Premier bébé en route, 5 mois.
Prêt à l'accession approuvé par le Crédit Agricole. Ils avaient besoin de déménager avant la fin du mois, avant que Léa ne soit trop avancée dans sa grossesse. Ils ont visité hier, a continué Catherine. Ils adorent. La proximité des écoles, le jardin, la cuisine refaite. Catherine a hésité. Ils demandent une petite ristourne sur le prix, 5 000 €. J'ai pensé à la table de la salle à manger, la chaise du bout, la façon dont je l'avais toujours repoussée quand les choses se tendaient. 5 000 €, c'était moins que ce que j'avais dépensé pour des choses qui n'étaient pas les miennes. Dis-leur oui, j'ai dit. Vous êtes sûr? A-t-elle demandé. On pourrait négocier, attendre? Non, j'ai dit. On signe quand? Ils veulent aller vite, semaine prochaine, si possible. Parfait. Le jour de la signature était silencieux, juste moi, le notaire Maître Leblanc, et le bourdonnement des néons dans son étude rue de la République. Les Dubois étaient arrivés 15 minutes en avance, nerveux et souriants. Léa tenait la main d'Antoine comme si elle avait peur qu'il disparaisse. Ma main a tremblé une fois en signant la première page. Le notaire a fait semblant de ne pas remarquer, continuant à expliquer les clauses d'une voix monotone. À la 10e page, ma main était stable. À la dernière, elle ne tremblait plus du tout. En me levant pour partir, j'ai serré la main d'Antoine. « Prenez-en soin », j'ai dit. « On le fera », a-t-il promis. Léa souriait, une main sur son ventre. Dans le couloir, mon téléphone s'est rallumé. Je l'avais éteint pour la signature. Un texto de Camille s'est affiché immédiatement. « Papa Raphaël, s'il te plaît, ne fais rien de radical. Maman est hystérique. Je l'ai fixé longtemps. Papa Raphaël. Jamais juste papa. Toujours cette distance polie qui rappelait que j'étais un ajout, pas l'original. » Puis j'ai tapé « Je fais ce que j'aurais dû faire il y a longtemps. » J'ai appuyé sur « Envoyer » avant de pouvoir changer d'avis. J'ai chargé le camion cette nuit-là. Un petit Renault Master loué pour la journée. Seulement ce qui comptait. Mes vêtements, mes livres, la photo de mes parents dans son cadre en bois. La cafetière italienne que j'avais achetée avant de rencontrer Sophie. J'ai laissé le reste exactement où c'était. Les meubles qu'elle avait choisis, les cadres avec les photos de Camille, le service de vaisselle que sa mère nous avait offert à Noël. Tout ça appartenait à une vie que je ne revendiquais plus. Elles sont rentrées un mardi. Je le sais parce que Catherine m'a envoyé un texto à 15h18, avec 3 mots et aucune ponctuation. Elles sont là. J'étais assis dans un routier juste à la sortie de Coulommiers, un endroit avec des banquettes en sky rouge déchiré et un café qui avait l'air d'avoir pensé à être du café une fois, il y a longtemps. La serveuse m'avait resservi 2 fois sans demander. Elle avait ce regard des gens qui voient trop de vie passer. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai posé le téléphone sur la table, croisé mes mains autour de ma tasse et fixé le distributeur de serviettes accroché au mur comme s'il pouvait expliquer quelque chose. Comme s'il contenait une sagesse cachée sur les moments où on arrête de se soumettre. Puis j'ai repris le téléphone et attendu. Pas longtemps. Sophie a appelé la première. Évidemment. Je n'ai pas répondu. J'ai regardé le téléphone vibrer sur la table, le nom clignoter. 5 minutes plus tard, Camille. Je n'ai pas répondu non plus. On s'était retrouvés dans un café près de son agence. Elle avait commandé un thé, moi un deuxième café que je n'ai pas bu. « Vous voulez vraiment savoir ?» a-t-elle demandé. « Oui, j'ai dit. » Elle a sorti son téléphone, montré quelques photos que Léa lui avait envoyées. Des photos de l'allée, prises de l'intérieur. Sophie était arrivée dans l'allée en riant, valise encore dans le coffre de sa Peugeot. Catherine a dit qu'elle entendait sa voix depuis la rue, cette façon qu'elle avait de raconter des histoires. Trop fort, trop animé. Camille était derrière elle, lunettes de soleil sur le nez, téléphone en main, marchant avec cette démarche d'adolescente qui suggère que le monde entier est légèrement décevant. Elles pensaient toutes les deux que c'était drôle au début, cette voiture qu'elles ne reconnaissaient pas garée dans l'allée. La pelouse tondue différemment, en diagonale au lieu d'horizontale. Une nouvelle jardinière près de la porte avec des géraniums rouges. « Quelqu'un a fait du jardinage ?» avait dit Sophie, toujours souriante. « Raphaël essaie de m'impressionner. » Puis Sophie a essayé la clé. Catherine a dit qu'elle avait secoué la poignée fort, comme si elle pensait que la serrure pourrait s'excuser et s'ouvrir par embarras. 1 fois, 2 fois. Puis elle avait retiré la clé, l'avait regardée, l'avait réinsérée.
C'est bloqué, avait-elle dit à Camille. La serrure est bloquée. Quand la porte n'a pas bougé, Sophie a reculé de 2 pas et fixé la maison comme si elle l'avait personnellement trahi. Son sourire s'était évaporé. Elle a crié mon nom. Raphaël. Fort, puis plus fort. Raphaël, ouvre cette porte. Silence. Puis elle a commencé à composer mon numéro, ses doigts tapant l'écran avec cette violence contenue des gens qui réalisent que quelque chose ne va pas. À l'intérieur, Antoine Dubois a ouvert la porte à moitié, chaîne encore mise. Il était en jean et t-shirt, des cartons empilés visibles derrière lui. Il était poli, confus, a même souri d'abord. « Bonjour », a-t-il dit. « Je peux vous aider ?» Sophie l'a regardé comme s'il avait parlé chinois. « Où est Raphaël ?» a-t-elle demandé. « Raphaël ?» Antoine a froncé les sourcils. « Je ne connais pas de Raphaël. »« Mon mari », a dit Sophie, sa voix montant. « Raphaël Mercier. Il habite ici. » Antoine a secoué la tête lentement. « Non, madame. On vient d'emménager ce matin. Je m'appelle Antoine Dubois. C'est notre maison maintenant. » Il y a eu un silence. Le genre de silence qui précède les tremblements de terre. Sophie a ri, un son court et tranchant qui n'avait rien à voir avec l'humour. « Votre maison ?» Elle a dit ça comme si c'était la chose la plus ridicule qu'elle avait jamais entendue. « Vous êtes dans ma maison. » Antoine a demandé ce qu'elle voulait dire, sa main se resserrant sur la chaîne. Léa est apparue derrière lui, une main sur son ventre arrondi, les yeux inquiets. C'est là que Sophie s'est mise à crier vraiment. Des mots que Catherine n'a pas voulu répéter. Des menaces, des accusations. Camille était figée sur l'allée, téléphone baissé maintenant, visage pâle. Catherine a dit que c'est le silence qui l'avait le plus marqué après. Cette demi-seconde où Camille a regardé autour d'elle comme quelqu'un qui attend un coup qu'elle sait inévitable. La police est venue. Quelqu'un dans le voisinage avait appelé. 2 agents, un plus âgé avec des cheveux gris et un ventre rond, un plus jeune qui prenait des notes. Le plus âgé avait l'air de préférer être n'importe où ailleurs, peut-être chez lui devant la télé avec une bière. Les papiers ont été montrés. L'acte de vente, les noms lus à voix haute, les dates vérifiées. Le jeune agent a tout photographié sur son téléphone. L'agent plus âgé s'est tourné vers Sophie et a dit d'une voix fatiguée « Madame, le nom sur l'acte de propriété ?» Catherine m'a dit que Sophie n'avait pas répondu tout de suite. Cette pause, c'est là que ça est tombé. Cette seconde où elle a compris que ce n'était pas une erreur, pas un malentendu, que c'était intentionnel, que je l'avais fait. « Raphaël Mercier », a dit l'agent. Seulement Raphaël Mercier. « Vous habitiez ici, madame ?»« J'habite ici », a corrigé Sophie, mais sa voix avait changé. Plus petite. « Habitiez », a répété l'agent. « La maison a été vendue légalement. » Sophie m'a rappelé. J'ai répondu à la 4e sonnerie. Pas par cruauté, mais parce qu'il me fallait ce temps pour préparer ma voix, pour la rendre neutre. « Raphaël », a-t-elle dit, essoufflée, comme si elle avait couru. « Qu'est-ce que tu as fait ?» Je me suis adossé dans la banquette en sky et j'ai regardé par la vitre sale du parking. Un semi est passé lentement, ses feux de position clignotant. Quelque part, une alarme de voiture a bipé 3 fois et s'est arrêtée. Le monde continuait, indifférent. J'ai vendu la maison, j'ai dit calmement. Tu ne peux pas faire ça, a-t-elle claqué. C'est notre foyer. C'était ma maison, j'ai dit. Tu ne faisais qu'y habiter. Elle s'est mise à parler vite alors. Menaces légales, tribunal, comment j'osais, comment elle allait me détruire. Comment Jérôme n'aurait jamais fait ça. Jérôme qui, apparemment, était la mesure de toute décence maintenant. Jérôme t'a abandonné avec une dette de 15 000 €, j'ai dit, que j'ai payé. Ce n'est pas la question. C'est exactement la question. Camille a pris la ligne après ça. J'ai entendu l'échange étouffé, Sophie qui criait quelque chose, puis la voix de Camille, plus douce mais pas moins urgente. « Papa Raphaël », a-t-elle dit. Elle n'a pas crié. Ça faisait presque plus mal. Je n'ai rien dit. J'ai attendu. La serveuse est passée, m'a regardé, a continué vers une autre table. « S'il te plaît », a continué Camille. « On peut arranger ça. » « Il n'y a rien à arranger », j'ai dit doucement. « C'est fait. » Et j'ai raccroché. Le café était tiède maintenant. Je l'ai bu quand même, jusqu'à la dernière goutte amère. « Je ne pensais pas que tu le ferais vraiment », a-t-elle dit. Sa voix a craqué sur le mot « vraiment ».
Je ne pensais pas que tu pensais vraiment ce que tu as dit, j'ai répondu. J'ai gardé ma voix stable. Ça demandait un effort. Mais bon. Et pourtant, nous y voilà. Il y a eu une longue pause. J'entendais Sophie en arrière-plan répéter mon nom comme un gros mot. Je t'ai élevé, j'ai dit finalement. Je n'ai pas loué une place dans ta vie. Camille n'a pas répondu. L'appel s'est terminé. J'ai fini mon café. Il avait un goût amer maintenant. Ce soir-là, je me suis assis seul dans le petit studio que j'avais trouvé, un endroit près de la Marne. Rien de fantaisiste. J'ai déplié la carte qu'Antoine et Léa avaient laissée dans ma boîte aux lettres. Un mot de remerciement, une photo de leur échographie glissée dedans. Je me suis assis à la petite table et j'ai imaginé l'ancienne salle à manger, la chaise du bout, l'endroit où j'avais l'habitude de m'asseoir et essayer de maintenir les choses ensemble. Pour la première fois, la chaise était vide et ça ne ressemblait pas à une perte. Elles ont déposé plainte une semaine plus tard. Pas le divorce, pas encore du moins. Sophie s'est d'abord attaquée à la maison, comme si elle pouvait rembobiner le temps en criant assez fort dans la bonne pièce. J'ai été signifié au studio un vendredi après-midi. Le papier rigide et officiel. Mon nom correctement orthographié pour une fois. Le tribunal de grande instance de mots sentait les vieux livres et le désinfectant. Le genre d'endroit où les voix baissent sans que personne le demande. Je portais le même blazer que j'avais porté pour les enterrements et les dîners de concession. Rien de chic, juste propre. Je portais une enveloppe Kraft sous le bras, lourde de papier et de mémoire. Sophie est arrivée avec 10 minutes de retard, talons claquant trop fort sur le carrelage. Camille l'a suivie, yeux baissés, sac serré comme un bouclier. Jérôme Martineau traînait derrière elle, main dans les poches, sourire trop facile pour la pièce où il se trouvait. La médiatrice, une femme dans la soixantaine avec des lunettes de lecture pendues à une chaîne, a parcouru le dossier une fois. « Gardons ça simple », a-t-elle dit. « Nous sommes ici pour discuter propriété. » Sophie a sauté avant que je puisse m'asseoir. « Il nous a abandonnés », a-t-elle dit, me pointant du doigt comme si j'étais une tâche. « Il a vendu notre maison sous nos pieds. Ma fille a été humiliée. » La médiatrice a levé une main. « Monsieur Alverson, vous aurez votre tour. » J'ai attendu. C'était la partie la plus difficile, laisser les mots s'empiler sans interrompre. Sophie a parlé de sacrifice, de famille, de la façon dont j'avais toujours promis de m'occuper d'elle. Jérôme acquiesçait comme s'il avait été là pour quoi que ce soit. Quand la médiatrice s'est enfin tournée vers moi, je me suis levé et ai posé l'enveloppe sur la table. Elle a fait un bruit doux et solide en atterrissant. « Je n'ai abandonné personne », j'ai dit. Ma voix m'a surpris, calme même. J'ai arrêté de payer pour une vie dont on ne me permettait pas de faire partie. J'ai ouvert l'enveloppe et fait glisser les documents. L'acte de propriété, les relevés de crédit, les reçus de croisière, les confirmations de prélèvement, dates entourées au stylo. Sophie a ricané. « L'argent n'est pas tout. Tu as dit que si quand c'était le mien, j'ai répondu. » La médiatrice a ajusté ses lunettes et lu. Elle ne s'est pas pressée. Ça aidait. Elle a levé les yeux vers Sophie. La propriété n'était qu'au nom de M. Alverson. « Ce n'est pas juste, » a dit Sophie. « Nous étions mariés. » « Oui, » a dit la médiatrice, « mais le mariage ne change pas automatiquement les registres de propriété. » Jérôme s'est penché en avant alors. « Je suis son père, » a-t-il dit. Camille méritait cette maison. Je l'ai regardé pour la première fois depuis que j'étais entré. Vraiment regardé. Même sourire qu'il avait eu au barbecue il y a des années quand il avait emprunté de l'argent et promis de le rendre. « Vraiment ?» j'ai dit. « Tu veux dire comme elle méritait une pension alimentaire ?» La pièce est devenue silencieuse. Le sourire de Jérôme affaibli. « Ce n'est pas... » « J'ai les reçus pour ça aussi, » j'ai dit, tapotant l'enveloppe. Couverture d'assurance manquée, frais de scolarité impayés, réparation d'urgence, les trucs que tu as ratés. Camille a enfin levé les yeux. Ils étaient humides, mais il y avait autre chose là aussi. De la reconnaissance. La médiatrice s'est éclairci la gorge. « Ceci ne concerne pas les sentiments, » a-t-elle dit. Légalement parlant, M. Halverson a agi dans ses droits. Le visage de Sophie s'est empourpré. « Donc il s'en tire comme ça ?» J'ai croisé son regard. « Je ne m'en suis pas tiré, » j'ai dit. « J'ai payé pendant 14 ans. » Personne n'a applaudi. Aucun marteau n'a claqué, mais quelque chose a changé tout de même.
Sophie s'est affaissée dans sa chaise. Jérôme s'est éloigné de la table. Camille fixait ses mains. La médiatrice a fermé le dossier. Il n'y a pas matière à contester la vente, a-t-elle dit. Nous en avons fini. Dehors, le soleil était brillant sur les marches du tribunal. Je suis resté là un moment, respirant un air qui semblait mérité. Camille est sortie la dernière. Elle s'est arrêtée à quelques mètres. Je ne savais pas tout ça, a-t-elle dit doucement. Je sais, j'ai répondu. Et je sais, mais savoir maintenant, ça compte. Elle a hoché la tête une fois. Ne m'a pas serré dans ses bras. Ne s'est pas excusée. Pas encore. J'ai marché seul jusqu'à mon camion, l'enveloppe plus légère qu'en entrant. La Marne était basse cet automne-là, le genre de niveau où les rochers montrent leur dos et l'eau glisse autour au lieu de par-dessus. J'ai appris ça assis sur la berge la plupart des matins avec un thermos et une chaise pliante bon marché, regardant la rivière se réveiller comme moi, lentement, honnêtement, sans excuse. Le studio était petit, une chambre, une table juste assez grande pour deux, bien qu'il n'y ait généralement que moi. La radio marchait si on tournait le bouton juste comme il faut. J'aimais ça. Les choses qui demandent un peu de patience ont tendance à vous dire la vérité. Je n'ai pas eu de nouvelles de Sophie pendant des semaines. Quand ça s'est produit, c'était un court email à propos du courrier à faire suivre et d'une facture qu'elle pensait que je devais encore. Je l'ai transféré à mon avocat et j'ai laissé couler. Pas de réponse, pas d'explication. Le silence était devenu un outil que je savais utiliser sans me blesser. Camille m'a envoyé un texto une fois en octobre. Une ligne. On peut parler un jour? Je l'ai fixé plus longtemps que je n'aurais dû. J'ai pensé à la nuit où elle s'était assise à la table de cuisine avec ses devoirs étalés, la façon dont elle avait appuyé sa tête contre mon épaule quand les chiffres n'avaient pas de sens. On peut parler, j'ai écrit en retour. Quand tu seras prête à écouter aussi. On s'est retrouvés dans un café à mi-chemin entre nos endroits. Terrain neutre. Elle avait l'air plus vieille que dans mon souvenir. Fatiguée peut-être, ou juste réveillée. Je ne savais pas pour l'argent, a-t-elle dit après un moment. Pour les factures, ce que tu as payé. Maman ne me l'avait pas dit. Je ne tenais pas les comptes, j'ai dit. Je tenais mes promesses. Elle a hoché la tête, yeux baissés. Je n'aurais pas dû dire ce que j'ai dit. Je ne me suis pas précipité pour réparer. Je ne lui ai pas tapoté la main ou dit que c'était bon. J'ai juste laissé les mots rester entre nous, jusqu'à ce qu'ils s'adoucissent d'eux-mêmes. Je ne demande pas de revenir en arrière, a-t-elle ajouté. Je n'avais juste pas réalisé ce que ça t'avait coûté. C'est ça le truc avec les coups, j'ai dit. On ne les sent pas si c'est quelqu'un d'autre qui paie. On a fini nos cafés. On s'est serré dans les bras, maladroitement et brièvement, comme des gens qui apprennent une nouvelle façon de se tenir dans la même pièce. Ce n'était pas une fin heureuse, c'était une fin honnête. Je pouvais vivre avec ça. Le jeudi, j'ai recommencé à passer au club des anciens combattants. Marcel était là la plupart des soirs. Même tabouret, même bière. Un soir, il m'a regardé et fait un signe vers la rivière dehors. « Tu as l'air plus léger » a-t-il dit. « Je le suis » j'ai répondu. Il s'avère que le silence pèse moins lourd que faire semblant. Il a souri à ça, juste un coin de sa bouche. L'hiver est arrivé tôt. La rivière est devenue gris acier. J'ai acheté un manteau plus épais et appris à cuisiner pour un sang tout brûlé. Je dormais mieux. Pas plus longtemps, juste plus profondément. Certaines nuits, je pensais à la maison rue des Tilleuls, à la table de salle à manger, la chaise du bout, à la façon dont j'avais l'habitude de la repousser. Toujours prudent de ne pas prendre trop de place. Je ne fais plus ça. Ce que j'ai appris, ce qui m'a pris 14 ans et un texto silencieux pour comprendre, c'est ça. L'amour sans respect n'est que du labeur. Et le silence, quand il est choisi, peut être une forme de force. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si elle t'a touché, laisse un like, écris en commentaire ce qui t'a le plus parlé et abonne-toi à la chaîne. Beaucoup d'autres histoires arrivent. Ce n'est pas la fin de la mienne, c'est seulement le début de quelque chose de meilleur.